Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première avant-première de Supply Chain West. Supply Chain West, qui est le salon des professionnels de la logistique et du transport à Quimper, dont la 3e édition aura lieu le 7 février prochain, avec pour fil rouge la performance durable. Et pour la première fois entre 2 éditions, puisque c'est un événement biannuel, on met en place des avant-premières pour aller à la rencontre des décideurs bretons sur les autres départements et pour amorcer ce fil rouge de la performance durable. Aujourd'hui, on va traiter de l'énergie en entrepôt, sujet plus que d'actualité. Et on remercie Bretagne Supply Chain, notre partenaire, de nous accueillir d'une part et surtout d'animer cette première rencontre avec nos intervenants, GSE et Green. Je laisse la parole à Noël. Merci. Merci, Laurent. Bien, bonjour à tous, bienvenue. Ravi du coup de pouvoir co-organiser cette première avant-première Supply Chain West. Sur la question de l'énergie, sujet effectivement, on va voir la vie d'actualité. Hein, on a un fil rouge là depuis quelques semaines sur cette question de l'énergie qui est forcément importante aujourd'hui. On a fait un colloque plutôt orienté transport, on a parlé d'organisation des transports et optimisation il y a 15 jours. On continue à travailler la question de l'énergie plutôt sur les bâtiments logistiques aujourd'hui. Voilà. En cohérence en tout cas avec l'actualité. Pour parler de cette question-là, on a mobilisé, je les en remercie, GSE, donc Nicolas Aubert, directeur de développement, et Marielle Montero, ingénieur du bâtiment durable, et Green, Vincent Lamour, responsable du développement sur le Grand Ouest, et puis Louise Montpellier, responsable commercial, service à l'énergie. Donc merci à vous. Je vous laisse déjà peut-être vous présenter les uns les autres. Nicolas. Okay. Bonjour à tous. On va faire une rapide présentation du groupe GSE pour ceux qui ne nous connaissent pas. Le groupe GSE est donc concepteur et constructeur de bâtiments pour les entreprises, pour tous les types de besoins, le tertiaire, l'activité, l'industrie et la logistique. Le groupe GSE est un groupe français basé à Lyon et qui a réparti environ une quinzaine d'agences sur le territoire pour une question de proximité. Ça fait 46 ans que le groupe existe. On regroupe 500 collaborateurs, principalement sur la France, mais aussi sur l'Europe et la Chine. On fait en moyenne 50 projets par an. Et depuis la création de GSE, on a construit 18 millions de mètres carrés. Vincent, une question pour Green. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc enchanté, merci pour l'organisation. Pour Green donc Green c'est une entreprise française également, qui est basée à Paris avec un rayonnement national et international. C'est une entreprise qui existe depuis 14 ans maintenant et qui est un acteur majeur de la transition énergétique. Donc notre but, c'est d'accompagner les entreprises, les industries et les collectivités à accélérer leur transition énergétique pour consommer moins et consommer mieux. Donc on a un certain nombre de pôles et de services qu'on vous exposera plus tard dans la présentation. Aujourd'hui, on est présent dans 16 pays quand même, pour avoir l'envergure de l'entreprise, et on est à un peu plus de 550 personnes à travailler au service des entreprises pour la décarbonation. Voilà. Et Louison m'a accompagné ce matin puisque elle est en charge du service de l'énergie, et donc il y a pas mal de questions autour de l'achat d'énergie et de la réglementation. Sujet très chaud en ce moment, de l'achat d'énergie, ça ne nous aura pas échappé. Ok, merci à vous. Juste pour rappeler un peu le déroulé qu'on a travaillé ensemble, que nos experts ont travaillé surtout. Refaire un point de contexte, pas simplement pour rappeler effectivement des questions, les enjeux environnementaux et les enjeux économiques aussi, bien évidemment, dans cette période. Un large focus sur le contexte réglementaire. Il y a énormément de choses qui arrivent sur les bâtiments tertiaires, sur les entrepôts logistiques notamment, mais pas que. Donc l'idée, c'est aussi de repositionner ce contexte réglementaire. Et puis, du coup, les deux parties qui ont donné le titre à l'atelier, le consommer moins, le consommer mieux. Donc voilà, on va faire l'ensemble de ces sujets-là. Simple rappel, bien évidemment, l'idée c'est pour partir à la fin de cet atelier avec des réponses à vos questions. Donc on aura des temps d'échange après chaque partie, mais n'hésitez pas aussi à intervenir tout au long de l'atelier. Un point de contexte, du coup. Ouais, on voulait démarrer par une petite introduction. Alors, comme l'a dit Wen, on a une présentation qui est assez dense.
L'idée, c'est qu'on puisse avancer quand même assez rapidement sur les slides. Ne vous inquiétez pas, on vous transmettra la présentation de manière à ce que vous ayez aussi tout le contenu facilement pour une lecture à vous reposer plus tard. L'idée de commencer cette réunion, c'était de reposer un peu les bases du débat. Et aujourd'hui, pourquoi on est tous là? Justement pour répondre à un défi climatique. Depuis quelques années, les différents rapports du GIEC traduisent le réchauffement climatique par des augmentations qui iraient de 3 à 5 degrés à la fin du siècle. Et pour les réduire à 1,5 degré, que sont les accords de Paris notamment, il y a eu des programmes internationaux et appliqués en France qui permettent justement d'atteindre cet objectif de 1,5 degré. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous présenter avec tout le contexte réglementaire qui en découle. J'aime à rappeler les trois objectifs dans le consommer mieux et le consommer moins. C'est la sobriété. C'est important de consommer l'énergie uniquement quand c'est nécessaire. Le deuxième, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire travailler sur la coque avec GSE et travailler sur la consommation des utilités pour les faire fonctionner dans leur bonne place de fonctionnement. Et enfin, on parle beaucoup de l'électrification des usages, c'est-à-dire supprimer le recours aux énergies fossiles pour plutôt consommer l'électricité et donc décarboner son activité. Rapide focus, mais c'est pour illustrer ce que je viens de dire. En France, on consomme 2500 TWh d'énergie primaire. Ça, c'est le volume d'énergie qui est distribué. Et on se rend compte que finalement, il n'y a que 1500 à peine TWh qui sont consommés en énergie finale. Donc ça pose un peu le débat, puisque il y a 1000 Tera finalement entre ce qui est produit en énergie et ce qui est consommé. D'où sobriété, efficacité énergétique. On voit bien d'ailleurs sur la consommation d'électricité et de gaz, sur les marchés de l'énergie, on a quand même vécu de très gros bouleversements depuis 2020. On a d'abord eu le Covid qui a fait s'effondrer les marchés et les prix de ces utilités-là. Et ensuite, depuis 2021, accélération à la hausse avec des prix qu'on n'avait pas vus, pas anticipés, qu'on n'avait jamais vraiment vécu. On a dépassé les 300 € du mégawattheure récemment. Pour des raisons à la fois conjoncturelles et structurelles sur le marché de l'énergie, notamment en France, qui explique un petit peu ces hausses-là et qui vient bien sûr expliquer aussi la volatilité et montrer qu'on peut parfois chuter à 20 € du mégawattheure en temps de Covid et puis se retrouver à 300 € du mégawattheure période de guerre en Ukraine avec un risque sur l'approvisionnement, des conséquences géopolitiques aussi derrière et du coup forcément une très grosse conséquence pour vous sur votre facture. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez des contrats qui arrivent à échéance en 2022, attendez-vous à un doublement, à faire plus fois 50%, fois 60% sur votre facture d'électricité. Et pour le gaz, c'est exactement la même chose. Vraiment, faut pas s'attendre à... Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à moins. Et malheureusement, pour les 3 prochaines années, on s'attend à rester sur ce phénomène de hausse des prix. Et on ne voit pas encore le bout avec une stabilisation. Alors bien sûr, en contrepartie, il y a quand même des mécanismes. Le gouvernement va intervenir pour essayer de limiter la casse. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça entraîne une crise de fermeture d'entreprise, mais une certaine difficulté à ce niveau-là. Je rebondis sur l'objectif final des engagements qui ont été pris par notre gouvernement, c'est celui de la neutralité carbone. La neutralité carbone va se traduire dans tout le contexte réglementaire qu'on va vous montrer à la suite. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. En France, on a la chance aussi d'avoir des associations ou des entreprises qui ont beaucoup travaillé sur des schémas directeurs. Je pense à Megawatt, je pense au Shift Project, je pense à RTE, qui ont mis des plans en place qui sont tous finalement à peu près cohérents et qui nous permettent de tendre vers cet objectif à 2050. Il va y avoir des efforts à faire, mais les plans qui sont aujourd'hui mis en place donnent vraiment des bons moyens d'y arriver. Donc plutôt que de vous faire peur
j'anticipe un peu le contexte réglementaire, mais plutôt que vous faire peur, il faut aussi prendre toutes ces actions comme des leviers de gain de compétitivité et autres pour vos entreprises. Alors, effectivement, ça me permet d'enchaîner par rapport à ce que vient de dire Vincent sur cet aspect réduire ses consommations. Évidemment qu'on pense à une réduction de sa facture, mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large comme débat, puisque finalement, ça va toucher aussi l'entreprise, sa marque employeur, qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise, pour réduire son impact sur l'environnement, donc toute son image RSE. Ça va aussi avoir un impact sur sa capacité à continuer à se développer sur de nouveaux projets. J'entends par là que les fonciers, on verra par la suite, sont de plus en plus compliqués à trouver, parce qu'il y en a de moins en moins, tout simplement, parce que l'offre se réduit. Et donc les collectivités sont plus exigeantes, plus attentives sur ce qui est fait par le porteur de projet pour notamment limiter son impact sur l'environnement. Et ce sera un des points d'observation quand un porteur de projet se présentera pour acquérir un nouveau foncier. Et aussi par rapport aux associations de riverains, on a tous entendu parler autour de nous d'une nouvelle zone d'activité qui se construit, d'associations de riverains qui peuvent être plutôt réfractaires à cette idée-là. Évidemment que plus l'industrie, plus la logistique devient verte et fait ce qu'il faut pour avoir un impact positif sur son environnement, plus on facilitera son acceptabilité au niveau des riverains. L'autre chose, c'est ce que vous avez tous dû rencontrer déjà, c'est le changement de mentalité de la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi qui est déjà compliqué pour trouver les bons profils. On a une nouvelle génération qui est beaucoup plus attentive à cet aspect environnemental et souvent il y a des questions de recrutement de savoir ce que fait l'entreprise, le futur potentiel employeur dans ses actions environnementales. Et le dernier point, c'est aussi sur l'amélioration des conditions de travail des collaborateurs, notamment dans les entrepôts logistiques, où il existe toujours des entrepôts sur lesquels ils ne sont pas isolés, ils ne sont évidemment pas chauffés, et on voit un changement d'état d'esprit dans les entreprises pour apporter des meilleures conditions de travail aux salariés et éviter que l'hiver, par exemple, qu'il fasse 0 à 1 degré dans l'entrepôt, là aussi, par rapport à l'image de l'entreprise. Donc il va y avoir une nécessité à terme, même pour ces entreprises, de chauffer l'entrepôt l'hiver. Et donc c'est là qu'on va regarder ensemble comment est-ce qu'on peut apporter des solutions qui soient le moins impactantes possible en termes de financement. Voilà pour l'introduction. Je vais laisser la parole sur le contexte. Donc oui, en découle un contexte réglementaire qui a été mis en place pour atteindre ces objectifs. Voilà, il y a des résultats à obtenir, donc il faut qu'on parle des moyens ensemble. L'idée est assez claire, finalement, elle repose sur ces quelques points. C'est d'abord cartographier ses consommations de manière à savoir ce que l'on consomme. Donc ça, c'est un des premiers leviers. Pour y arriver, il y a les audits énergétiques, donc on va en reparler. Je vais aller rapidement parce qu'on va vous détailler ça, ces 4 points supplémentaires. Il y a forcément contrôler ses consommations, les diminuer, limiter son impact environnemental. Donc là, on va faire un petit focus sur la F-gaz pour ceux d'entre vous qui ont des entrepôts à température dirigée. Vous êtes bien entendu aussi touché par la gestion de vos flottes de camions, quel carburant, quelle énergie, tout ça c'est des choses que vous avez dû aborder aussi régulièrement. Et on a un petit dernier point aussi sur l'électrification du transport avec le déploiement de bornes. Je voulais rajouter, la dernière petite phrase elle est importante, c'est-à-dire qu'il y a un contexte réglementaire, voilà, avec des obligations, mais on sent bien également qu'il y a une pression de tout l'écosystème. Vos clients, les distributeurs, les assureurs, les banques, vos investisseurs ont aujourd'hui de plus en plus de focus sur les rapports extra-financiers, vos bilans RSE, et donc c'est important aussi d'avoir ça dans la tête.
Alors, je vais avoir de l'audit énergétique. L'audit énergétique, c'est la première brique d'une démarche de conseil du mieux et moins. C'est obligatoire pour certaines entreprises. C'est ce que j'ai mis dans le petit encadré. Suivant certaines conditions, alors les très grosses entreprises, avec des chiffres d'affaires de plus de 50 millions d'euros, sont dans l'obligation de faire cet audit réglementaire. Au-delà de l'obligation, pour n'importe quelle entreprise, c'est important d'avoir cette démarche, parce que l'audit va permettre de décrire le comportement de son bâtiment d'un point de vue énergétique. Et au-delà de le décrire, on va même, avec les bureaux d'études, aller jusqu'à un certain système de conclusion qui va vous permettre aussi de planifier votre transition énergétique, avec des actions qui seront chiffrées, des gisements d'économie qui seront détectés, de manière à pouvoir aussi planifier votre transition dans la durée. Il y a un autre décret, il y a le décret DAX, pour lequel il est déjà en application, puisque aujourd'hui et depuis juillet 2021, tout nouveau bâtiment doit être équipé de ce qu'on appelle une gestion technique du bâtiment, c'est-à-dire d'un système qui permet de collecter les données énergétiques de vos utilités et les centraliser sur un point. Donc, ce décret DAC impose la mise en place de ce système pour comprendre les performances de vos bâtiments. À partir de 2025, ce décret sera applicable aux bâtiments existants. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce décret. Non. Ça arrive. Ouais. Il y a des tailles d'entrepôts limites, c'est à tous les bâtiments C'est à tous les bâtiments. industriels et logistiques. Ouais. Tertiaire. Je passe rapidement sur cette slide, vous la regarderez, où on a essayé de lister les différents objectifs et les bénéfices et les solutions qui sont mises en place. L'idée, c'est de pouvoir mesurer et de là, vraiment avoir des systèmes de régulation aussi dans les automates qui vont permettre d'améliorer les systèmes de fonctionnement de vos équipements. Donc une fois que vous avez audité, que vous avez une bonne cartographie de vos consommations, de vos usages, une fois que vous avez mis en place cette gestion technique centralisée, vous allez pouvoir répondre, pour ceux qui sont assujettis, aux obligations imposées par le décret tertiaire, qui parfois fait un peu peur, mais ça va bien se passer, rassurez-vous. Donc le décret tertiaire, il concerne tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², et va venir imposer des objectifs et des obligations de réduction de consommation, avec un certain nombre de paliers, le premier objectif étant à horizon 2030, puis 2040, puis 2050. L'idée étant pour vous de vraiment mettre en place les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs de réduction de consommation. Sinon, et c'est là que ça devient un peu intéressant et mal. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne respectez pas ces objectifs, en fait, si vous ne mettez pas en œuvre les actions nécessaires pour atteindre une réduction de votre consommation? On a un gouvernement, Macron, qui aime beaucoup le name and shame, la publication sur Internet des entreprises mauvaises élèves. Donc ça, ce sera la première étape, une certaine atteinte à la réputation de l'entreprise. La deuxième étape, ce sera les amendes. Alors, avec un certain montant, en fonction de vous êtes une personne morale ou une personne physique. La dernière étape, qui sera certainement un peu plus coûteuse, ce sera une dégradation de la valeur de vos bâtiments, de la valeur pécuniaire. Vraiment tout un intérêt à mettre en place, à venir faire une fois que vous aurez vraiment cartographié, audité, mettre en place les économies, les actions nécessaires pour répondre à ces économies. Donc la première étape de ce décret tertiaire, c'est la consolidation de vos données énergétiques sur les 10 dernières années, la consolidation de vos données patrimoniales pour une déclaration sur la plateforme Opérat au 30 septembre 2022. Donc c'est demain. Donc voilà, c'est commencer à se poser la question maintenant. 2026, c'est votre date limite pour publier toujours sur cette plateforme Opérat votre plan d'action et ce que vous allez mettre en œuvre pour atteindre votre premier objectif à 2030. Voilà, pour les premières grandes étapes.
On voulait aussi aborder le décret du 5 février 2020. Ce décret impose à toute nouvelle construction l'intégration sur ses toitures ou à côté de centrales photovoltaïques ou d'un espace végétalisé. Donc tout bâtiment aujourd'hui avec une emprise au sol de plus de 500 m², et pour les bâtiments de bureaux de plus de 1000 m², doit intégrer 30% ou de panneaux solaires ou de toiture végétalisée. Dans les deux cas, les spécialistes des bâtiments font les études nécessaires pour prendre en compte les surcharges. Il faut savoir que si vous avez des contraintes particulières sur vos bâtiments, que vous considérez peut-être les espaces en toiture comme des process, vous avez des cheminées, des rooftops à mettre en place, ces 30% peuvent être également positionnés sur des espaces libres autour de vos bâtiments. En tout cas, l'équivalent. Donc sur des centrales au sol qui seraient positionnées à côté des bâtiments, sur des surfaces non construites, non constructibles, pour des bâtiments en tout cas, ou également sur l'exploitation d'ombrières de parking pour couvrir vos véhicules. Sachant que les ombrières de parking peuvent se faire pour les véhicules légers et pour les poids lourds. Donc il y a aussi une réflexion à avoir là-dessus. Excuse-moi, Oui. moi je me suis renseigné. Oui. Et en fin de compte, je ne peux pas le faire sur la toiture. En fin de compte, ça m'est interdit par l'assurance. Ouais. Si je le fais, je ne suis plus couvert par l'assurance. Ouais. C'est exceptionnel. Donc, il faut qu'il y ait un décret, il y a quelque chose qui existe, mais dans le fond, moi je suis prêt à le faire et on me limite. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, le constat de l'assurance, il y a 2 départs de feu sur 10 qui sont liés à cause de ça. Et aujourd'hui, ils ne le couvrent pas. Ils veulent surtout pas. Alors par contre, après j'ai reçu le EcoWin, où eux, ils font à l'extérieur, avec le système communautaire, et ça peut passer. Parce que c'est à l'extérieur, ça permet aussi aux pompiers, facilement, s'il y a un problème, d'intervenir. Alors sur la toiture, ils veulent surtout pas. Alors effectivement, ce décret, il n'est pas imposé à tous. Il y a dans ce décret un listing d'un certain nombre d'ICPE qui permettent de s'en extraire. Et effectivement, les discussions avec les assureurs. Alors, GreenYellow est un gros développeur en panneaux solaires, et notamment sur du foncier. On a développé beaucoup d'installations sur la logistique, ou même sur des bâtiments ERP, des grands centres commerciaux. Et aujourd'hui, on a obtenu toute la validation auprès des assureurs. Donc, généralement, effectivement, les assureurs, dans un premier temps, ils ont tendance à freiner. Après, il faut avoir des discussions et trouver les bonnes clés pour pouvoir autoriser ce type de déploiement. Maintenant, la solution que vous avez vue avec OKWin ou celle que je vous présentais avec les ombrières est une alternative. C'est-à-dire, les 30%, je ne les mets pas sur mon bâtiment parce que j'ai mon assureur qui me demande des surprimes dingues ou que ça me pose des contraintes autres. Et à ce moment-là, je peux mettre ces 30% sur de l'ombrière, sur du tracker, c'est des très bonnes solutions. Vous êtes sûr pour le tracker? Parce que moi, on s'est renseigné aussi, on a un projet de bâtiment, et au Québec, il a dit que pour l'instant, ça ne marchait pas. Le tracker n'était pas considéré dans le décret. D'accord. Ça va venir peut-être parce qu'il faut, mais pour l'instant, non. Alors, donc effectivement, c'est limité aujourd'hui aux ouvrières. Mais je pense que ça va évoluer. Hein. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui n'a pas été mentionné dans le décret parce qu'il est motorisé, mais il n'y a pas de changement ou d'impact particulier par rapport à ça. Excusez-moi, vous parlez d'ombrières, mais pour faire les ombrières et notamment le tracker aussi, les trackers sont sur des mâts de 7 mètres de haut. Est-ce que vous prenez en compte aussi l'impact environnemental des plots béton, ces ombrières, qui sont énormes? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si. Alors effectivement, quand on fait des études et des chiffrages sur des installations solaires, il y a toujours effectivement une notion de bilan carbone de la construction et la fabrication de cette centrale, y compris les structures sur les ombrières et les plots béton. Donc ça, c'est des informations qui sont données quand on développe les installations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les bilans carbone des panneaux solaires qui sont demandés, je fais une petite parenthèse rapide, on a un retour sur le bilan carbone dès la première année de production. Donc sur des contrats d'exploitation qui font 20 ans ou 30 ans sur la centrale photovoltaïque, très rapidement, même l'énergie grise sur l'acier et sur les plots béton sont assez vite repris. Même sur les ombrières. Ouais. Parce que sur les ombrières, moi justement, je me suis intéressé, puis on parle d'un investissement d'environ
Très bon. Alors, je crois que le retour sur l'investissement, c'est une chose, et le retour sur le poids carbone de la construction Bien sûr. est une autre. Les 13 ans, aujourd'hui, dépendent dans quel type, enfin, on en parlera tout à l'heure, hein, dans quelle typologie de projet vous avez. Ouais. Parce que les pots de béton, c'est quand même énorme par rapport à la quantité de panneaux solaires qu'on peut mettre. Je trouve qu'on ne peut pas mettre beaucoup de panneaux si on est c'est un avis perso. Mais... Il y a des modes constructifs différents, hein. Il y a des ombrières autoportantes aujourd'hui avec des structures qui sont directement autoportantes où on n'a pas besoin de faire de fondation. Il y a peut-être des alternatives à ce que vous avez déjà vu à discuter. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'on peut couvrir? On en parlera, Ouais, vous avez expliqué. on en parlera tout à l'heure. Ouais, et on peut faire pas mal de choses aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de vous faire une revue un peu réglementaire, et après, dans le consommer moins, consommer mieux, on va aborder un peu plus les sujets. La F-gaz. Bon, la F-gaz, je pense que tout le monde en a entendu parler. À partir du moment où on a des installations frigorifiques dans ces bâtiments, on est soumis à cette F-gaz. L'idée importante de la F-gaz à retenir, c'est qu'à partir de 2030, interdit d'utiliser les HFC. Les HFC sont des fluides frigorifiques à haut pouvoir de réchauffement climatique. Il y a un certain nombre de points qu'il faut respecter. Je passe là-dessus, hein, mais ça permet d'arriver à cet objectif d'arrêt des HFC pour 2030. Comment ils vont stimuler ce basculement au HFO puis au flux naturel? Et ben, le gouvernement a mis en place des quotas sur les volumes de fluide frigorigène. Donc les quotas, c'est les histogrammes bleus là, qui vont diminuer. Donc plus on va se rapprocher de 2030, plus les quotas vont diminuer, donc ce sera de plus en plus difficile de s'en procurer. Et puis les courbes, elles figurent sur deux fluides que j'ai pris de manière arbitraire, les augmentations de prix qui découlent de la baisse de ces quotas. Donc effectivement, vous avez tout intérêt d'ici 2030, en fonction du type de vos installations, à avoir un regard assez critique là-dessus pour vous positionner, soit à conserver vos installations jusqu'à 2030 parce qu'elles peuvent être encore en bon état de fonctionnement, mais déjà à avoir dans l'idée qu'il va falloir budgéter quand même des remplacements, ou dès aujourd'hui à commencer à vous poser la question. Sachant qu'après 2030, la charge sur le pouvoir de réchauffement global des installations va être tellement basse qu'il va falloir avoir recours aux fluides naturels, CO2, ammoniac, propane dans certains cas, qui vont être et qui sont aujourd'hui à peu près les fluides qui vont se détacher. Dernier point réglementaire concernant la mobilité électrique. Donc déjà depuis 2012, il y a eu l'obligation de prééquipement des infrastructures pour les véhicules électriques, donc notamment les conduites pour le passage de gaz, de tuyaux, etc., pour les raccordements, les câbles. Ça, c'est une obligation qui est déjà existante. Et il faut savoir qu'à partir du 1er janvier 2025, on va aller un peu plus loin dans l'obligation. Là, ce serait une obligation d'équipement. Donc on n'est plus dans le pré-équipement, on est vraiment dans l'équipement, donc l'installation de bornes de recharge. Donc ça va concerner tous les parkings de plus de 20 places. Et vous devrez mettre en place, à minima, 5% des places de stationnement. Vous devrez les équiper en bornes de recharge, avec notamment un point de charge dédié sur une place à mobilité réduite. Donc ça, la question se pose aujourd'hui, pour 2025, parce que sur les parkings de plus de 20 places, tout le monde va être concerné, donc il faut quand même déjà commencer à réfléchir à comment mettre en œuvre pour pouvoir répondre à cette obligation-là. Pour compléter cette présentation sur le contexte réglementaire dans la construction de nouveaux bâtiments tertiaires et bureaux. Aujourd'hui, la R2020, vous connaissez tous, c'est un contexte évolutif. Pourquoi? Alors, pour rappeler un petit peu la temporalité de cette R2020, donc la nouvelle réglementation thermique, il y a eu un label E+C- qui préfigurait de cette réglementation R2020. Ensuite, cette réglementation est entrée en vigueur pour les logements à partir du 1er janvier 2022. Une première parution des seuils pour les bureaux est sortie en mars 2022.
Et l'application pour les bureaux se fera à partir du 1er juillet 2022, c'est-à-dire demain. Non, je vais juste préciser une chose, quand on parle de bureau, c'est tous les bureaux. Ça concerne, par exemple, si vous faites une extension au sein de votre plateforme logistique de 200 mètres carrés de bureau, c'est intégré. On ne parle pas seulement des immeubles tertiaires. C'est l'ensemble des bureaux. Aujourd'hui, le contexte volontaire, c'est que nous sommes, on dit nous, c'est l'ensemble des acteurs du secteur d'activité. En veille, on analyse les différents, vous avez vu que le décret est sorti en mars dernier, on analyse, on est en veille justement des différents seuils. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de logiciel commercialisé permettant d'intégrer les moteurs de calcul pour les bureaux. Mais nous avons quand même des retours d'expérience sur la base du niveau E3C1, du label EPC-, qui préfigurait du coup de l'ARE 2020 et qui tend à donner les bonnes pratiques et grands axes permettant de répondre aux exigences de l'ARE 2020. Donc, pour poursuivre sur ce contexte réglementaire évolutif, aujourd'hui, les décrets qui sont parus, en 2021, juillet 2021, le décret concernant les logements, en mars 2022, le décret bureau. Le décret concernant les bureaux fait référence à des éléments du décret des logements. Du coup, quand je parle d'analyse et de veille, on a une obligation d'allier ces deux décrets pour extraire les objectifs et les indicateurs qui vont nous permettre de quantifier, de mesurer l'impact sur les bureaux. Concrètement, 3 objectifs, 3 thématiques, énergie, confort et carbone, avec 6 indicateurs. Concrètement, ce qui évolue par rapport à la RT 2012, sur le volet énergie, c'est la suppression de la distinction des classes de bâtiments entre CE1 et CE2, une notion de droit à la climatisation qui est supprimée. Une évaluation, il est demandé une évaluation des consommations énergétiques primaires non renouvelables. Pour le volet confort thermique, l'objectif est de pouvoir qualifier le niveau d'inconfort et d'inconfort des usagers en termes de température dans le bâtiment. Et il y a un indicateur qui est apparu dans le marin, le DH, degré de peur, qui vient remplacer l'indicateur LATIC, qui est la température d'inconfort. Et puis, il y a une thématique carbone qui n'existait pas jusqu'à présent dans la RT 2012, qui est apparue dans l'ARE 2020. C'est cette dimension carbone qui est intégrée avec une analyse du cycle de vie de l'ensemble du bâtiment. Et il faut juste être conscient qu'aujourd'hui, ce principe est similaire au principe d'analyse du cycle de vie d'un bâtiment du label EPC- le type configuré de l'ARE 2020. Mais attention, la méthode est un peu différente parce que l'ARE 2020 intègre une méthode dynamique de l'analyse du cycle de vie du bâtiment et non statique comme le présentait le label EPC-. Pour faire focus sur la partie énergie, 3 indicateurs, le BBio, le CEP, le CEP-NR. Donc concrètement, le BBio, c'est toujours un BBio, il existait déjà à l'RT 2012. Il est pondéré, il permet d'évaluer le besoin en chaud et le besoin en froid des bâtiments climatisés ou pas. Et aujourd'hui, par rapport à la RT 2012, on estime une variation de ce BBio entre 20 à 40% suivant le bâtiment. Pour les consommations en énergie primaire, la nouveauté par rapport à l'RT 2012, c'est qu'il y a des usages complémentaires à intégrer dans ce seuil de consommation. Et la consommation d'énergie primaire non renouvelable est également à intégrer sur ce même périmètre. En ce qui concerne l'évolution pour la thématique confort, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le degré d'inconfort heure qui permet d'évaluer le niveau d'inconfort entre l'extérieur, qui permet d'évaluer le niveau d'inconfort entre la température extérieure et la température ressentie par les usagers. Il semble relativement accessible en zone tempérée, mais plus difficile dans les zones chaudes parce qu'il y a des seuils qui sont intégrés. En Bretagne, ce sera plus simple. Normalement, oui.
et l'impact du coût carbone, une nouvelle thématique caractérisée par ces indicateurs de changement climatique, l'indicateur IC. Il y en a deux, un qui concerne la partie construction composant du bâti et la phase de chantier, et un deuxième qui concerne plus les consommations énergétiques du bâtiment. Voilà. C'est ce volet carbone qui est apparu dans l'air. Ça passe par quoi? Ça passe par ces analyses du cycle de vie du bâtiment. Et aujourd'hui, ça va nous pousser à aller chercher, à valoriser les matériaux biosourcés avec quasiment une disparition, on va dire, des éléments métalliques à terme. Voilà. Après, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est vraiment une réglementation évolutive. Pourquoi? Ces indicateurs sont calculés avec un indicateur maximal et pondérés suivant des coefficients modulateurs en fonction de la zone géographique, de la surface et de d'autres éléments spécifiques matériaux pour le carbone. La partie indicateur maximal de base, dans l'AR 2020, il y a des paliers qui seront dégressifs, le seuil sera dégressif à atteindre dans le temps. Donc en 2022, aujourd'hui, on est à 980 kg équivalent CO2 par mètre carré attendu, mais pour 2030, on attendra 600 kg. D'accord? C'est évolutif dans le temps, jusqu'à 2030. Voilà. Ce qui permet, en fait, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs de la filière et du secteur puissent monter en compétence sur leurs équipements et voilà, monter en compétence de la filière. Ça, c'est dès aujourd'hui, puisque ça concerne, pour rappel, l'ensemble des PC qui seront déposés au 1er juillet. Après ce point réglementaire, un peu le panorama, est-ce qu'il y a déjà des questions, des interrogations chez les uns et les autres? Moi, c'est par rapport à la loi Elan. En fait, nous, on a une partie qui est à faire un nouveau bâtiment, avec une partie logistique, une partie production. Et pour l'instant, l'architecte nous propose de faire un bâtiment qui n'est pas séparé entre les deux, entre logistique et fabrication. Et moi, ça fait poser pas mal de questions sur comment chiffrer les consommations. Si on a tiré une seule coque avec tout dedans, en fait, et des séparations de viager, par exemple, comment chiffrer les consommations et comment justement remplir tout ce qui est opérable, etc. Si on ne peut pas séparer les surfaces. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu des cas comme ça. Alors, effectivement, sur la question des bâtiments à usage mixte, il y a des clés de répartition auxquelles il faudra effectivement réfléchir en fonction des usages, parce que justement, on n'a pas forcément de sous-compteur spécifique à chaque utilité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, vous êtes sur un bâtiment neuf donc, qui n'est pas encore construit, donc de fait, qui pour le moment n'est pas soumis au décret tertiaire. Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'à partir de la première année complète de mise en exploitation, en fait, il sera soumis, donc en tenir compte aujourd'hui. Bien sûr, ça c'est clair et net. Donc effectivement, après voilà, une clé de répartition, sous comptage si c'est possible, mais voilà, il y a la clé de répartition en fonction des différents usages. Après aussi, il faut aussi bien comprendre que sur cette partie décret tertiaire, on n'a pas tous les éléments de la réglementation. On attend encore la publication d'un certain nombre d'arrêtés. Et il faut aussi garder en tête que comme pour toute législation, comme pour toute nouvelle réglementation, qui concerne une pluralité d'usages comme on peut avoir dans le secteur tertiaire, clairement tous les cas de figure n'ont pas pu être pris en compte, n'ont pas pu être considérés, et ce sera en fonction des retours d'expérience et des premières volontés de terrain qu'on pourra aussi avoir un certain nombre, soit de clarification de la part du gouvernement, soit d'évolution de la législation pour pouvoir s'adapter. Les objectifs qu'on vous a présentés sont des objectifs relatifs. Ils ont été mis en place dans la loi pour se mettre des grands objectifs. Moins 30%, moins 40, moins 50. L'idée, c'est que des décrets viennent s'ajouter où on voit apparaître des valeurs absolues. C'est-à-dire, j'ai un entrepôt de tel type, j'ai des bâtiments de tel type,
eh bien j'aurai une consommation au mètre carré absolue à atteindre. Et dans le cadre d'un projet neuf, l'idée, par la RE 2020, par l'accompagnement au niveau de l'isolation de la coque du bâtiment, par le dimensionnement des équipements, bah, c'est aussi possible que vous ayez, enfin, j'ose espérer que vous ayez atteint les premiers seuils de valeur absolue, de manière à être déjà dans les 3 feuilles vertes qui sera le Graal du décret tertiaire. Mais oui, il faut challenger, parce que tout ça, effectivement, c'est des objectifs qui découlent de Paris, tout ça c'est assez récent, et tout est en train, enfin tout le monde apprend en avançant, quoi. Si effectivement, pour respecter déjà ces objectifs de valeur absolue sur le coût du bâtiment, on peut faire ce qu'on appelle un dossier de modulation, qui viendra justifier, expliquer, justifier pourquoi vous estimez pouvoir vous soustraire à cet objectif de valeur absolue. Donc ça c'est pareil, sur la constitution des dossiers de modulation, on attend toujours aujourd'hui l'arrêté qui va concerner la logistique, et on aura dans cet arrêté la description des pièces attendues, des éléments attendus pour pouvoir constituer ces dossiers de modulation. Et vous voyez qu'aujourd'hui on a une première étape avec une première obligation de déclaration au 30 septembre 2022, on est le 20 mai, et on attend encore des pièces de réglementation majeures, ne serait-ce que pour répondre à cette première étape et première obligation. Donc on a déjà eu un décalage, parce que normalement, vous auriez dû vous soumettre à cette obligation de déclaration l'année dernière. On a déjà eu un décalage d'1 an. Moi, je ne serais pas surprise qu'on ait un nouveau décalage, alors certainement pas 1 an de plus. Moi, je tablerais plutôt sur 6 mois, puisque là, avec la période électorale qu'on est en train de vivre, les législatives qui arrivent, la mise en place d'un nouveau gouvernement, on ne s'attend pas à la publication des arrêtés complémentaires dans les prochaines semaines, on va ça plutôt cet été. Donc cet été, pour le 30 septembre, on peut anticiper, clairement, sur la collecte des données bâtimentaires, on a déjà une certaine vision des données qu'il faut récupérer, donc ça, vous pouvez déjà anticiper ce travail-là. Par contre, on n'a pas une vision qui est vraiment gravée dans le marbre, donc on n'a pas encore toute la liste claire et détaillée des données à récupérer. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est effectivement anticiper la collecte des données énergétiques, donc électricité, gaz, fuel, réseau de chaleur. Ça, c'est des choses auprès de vos fournisseurs, auprès des distributeurs pour Enedis et GRDF. Ils se sont engagés à fournir les 10 dernières années vos historiques de données. N'hésitez pas à déjà anticiper ces éléments-là. Et sur la collecte de vos données patrimoniales, bâtimentaires, c'est pareil. On va parler des surfaces planchées, on va parler des sous-surfaces en fonction de vos usages. N'hésitez pas à se lancer à collecter un peu ces éléments-là. Si vous avez fait des audits patrimoniaux récemment, c'est une super base. Pour partir de ça, vous avez déjà une bonne base de travail. Je peux que vous conseiller d'essayer d'anticiper au mieux, sachant que de toute façon, toute la filière tertiaire, en septembre, va arriver à un goulot d'étranglement. Parce que tout le monde sera dans le même cas de figure que vous, tout le monde devra faire la déclaration sur la fameuse plateforme Opérate. On n'est pas sûr que cette plateforme sera opérationnelle pour septembre. Il y a ça aussi derrière. Et puis c'est pareil, quand tout le monde va se retourner vers son fournisseur, vers son distributeur d'énergie pour lui demander les données sur les 10 dernières années, il faut vraiment regarder à la marque du secteur tertiaire, le volume de demande, le volume de data que ça va générer. On va avoir des goulots d'étranglement partout. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a cette deadline du 30 septembre. Nous, on est assez relax, entre guillemets, par rapport à cette deadline, parce que vu les contraintes que ça impose, obligé, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une certaine flexibilité de la part du gouvernement sur. On sera sûrement obligé d'aider, parce qu'on a des consultants. Bien sûr. Donc vous n'allez pas pouvoir répondre à tout le monde, c'est tout. Exactement. On vous présentera quelques solutions pour répondre effectivement aux décrets tertiaires, mais aujourd'hui, vous avez tout à fait raison. Ces prestataires, pour vous accompagner sur la question du décret tertiaire, il n'y en a pas 36 000 par rapport aux besoins. Il y a clairement une adéquation entre le besoin et la ressource. Effectivement, on n'est pas 36 000, on va aussi avoir des boulots d'étranglement. Et puis en fait, comme vous, nous on est sur une veille permanente, donc on apprend en même temps que vous. C'est pareil, je veux dire, aujourd'hui dans nos développements, notamment je pense en termes de développement informatique,
on est un peu bridé parce qu'on n'a pas tous les éléments, on ne sait pas toutes les données qu'il faut qu'on incrémente dans nos systèmes, on ne sait pas, voilà, on a développé des petits bouts par-ci, par-là avec ce qu'on connaît déjà, mais on ne peut pas livrer un produit final définitif prêt à l'emploi aujourd'hui, parce qu'il nous manque encore ces pièces réglementaires. Ce que j'entends quand même globalement là, à l'échelle de Bretagne Supply Chain, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de monter en compétence sur ces sujets-là, de mieux connaître au sein des entreprises ces sujets-là, d'être un peu plus alerte, parce que les chanceux auront les cabinets de conseil, et puis les autres devront se débrouiller par eux-mêmes. Exactement. Il y a ce besoin-là un minimum d'avertissement. Ouais. Ouais. Et de dire attention, ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de la ressource humaine, d'aller collecter ces données patrimoniales. Parce qu'en général, notamment si vous êtes sur du multisite, il va falloir aller chercher site par site. Et ensuite, dans chaque site, il va falloir aller chercher chaque sous-surface au mètre carré, en fonction des différents usages. Donc effectivement, si vous n'avez pas... Et d'ailleurs, consultant, pas consultant, aujourd'hui, les consultants et les prestataires sur le décret tertiaire, sur la collecte des données patrimoniales, personne ne se positionne dessus. Nous, on vous accompagne, on vous facilite la vie sur une partie de la collecte des données énergétiques qu'on peut facilement avoir auprès des NEDIS et du GRDF. Par contre, sur les données patrimoniales, là, le travail, c'est à vous de le faire. Nous, prestataires, on vient vous mettre une plateforme à disposition pour centraliser cette donnée et faciliter la déclaration de pirate. Pour autant, le travail de collecte, qui ne sera pas évident, qui sera coûteux en énergie et en ressources humaines, c'est à vous de le faire. Et effectivement, il y a un point de vigilance à avoir. Quant à l'anticipation de ce travail-là, ça va être en one shot, ça va être un beau travail, mais après, une fois que ce sera fait, on est vraiment sur la partie déclaration initiale. Une fois que vous avez fait cette déclaration initiale de votre patrimoine, sur les années d'après, il y aura simplement la mise à jour. Donc, les mises à jour en fonction des sorties d'entrée de bâtiment, par exemple, ce sera moins lourd, moins pénible et plus rapide. Vous n'avez pas parlé des gens qui simplifiés pour les entreprises qui font l'objet de la plan de relance à partir de 250 personnes et en 2023, plus de 120 personnes. C'est un truc en plus à faire, parce que pour la plupart d'entre nous, on dû avoir une aide, rien que pour l'activité partielle. C'est utile. C'est vrai que c'est encore un autre volet au-delà de l'énergie, effectivement, l'analyse de son bilan carbone, avec des choses qui se mettent en place avec des aides que vous mentionnez. Les études de bilan carbone, on n'en a pas parlé parce que ça ne fait pas partie des services qu'on propose, mais effectivement, vous avez raison de le souligner, c'est aussi important de le gérer parce que ça, en parallèle de ce qu'on a mentionné, ça permet aussi de corréler sa stratégie derrière. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi un intérêt à profiter quelque part de ces aides qui sont en place actuellement, parce qu'on suit toujours un peu le même schéma en France, hein, c'est-à-dire on a d'abord un volant de subvention où on est pas mal aidé à faire des choses, après les obligations tombent, et puis une fois qu'on a passé les obligations, on passe assez rapidement sur les sanctions, quoi. Donc on a ce sigle SOS, subvention, obligation, sanction, qui forcément arrive. Donc on est plutôt dans le volet subvention en ce moment, avec des aides de l'ADEME, les programmes France Relance, la BPI qui aide pas mal de choses aussi, les C2E, on en parlera tout à l'heure. Donc il faut ouvrir les yeux là-dessus. Et essayer du coup, avec toutes ces obligations réglementaires qu'on a pu mentionner, c'est de prendre un peu de recul et peut-être d'avoir la vision la plus globale possible, puisqu'effectivement, finalement, dans chaque obligation, chaque réglementation, vous allez avoir à mettre des choses en place, respecter un calendrier et puis essayer d'avoir le calendrier peut-être le plus global possible qui vous permette justement d'avoir les différents échelons pour répondre à vos différentes obligations. Exactement, mettre les budgets, parce que il faut se dire que 2022 on a cette obligation-là, 2025 on a cette obligation-là, 2026, 2030, mais effectivement pouvoir échelonner et trouver les solutions
en termes de financement, en termes d'accompagnement pour la mise en place des actions. On propose d'avancer sur la partie consommer moins, du coup. Alors, dans le consommer moins, alors effectivement, par la partie bâtiment, ce qu'on fait chez GSE, ça va pouvoir intervenir finalement dès la conception du projet, puisqu'il va y avoir un impact important que l'on peut apporter, un impact positif, lors de la conception de votre projet. On va détailler juste après. On va aussi prendre en compte et essayer le plus possible avec notre porteur de projet, notre futur client, d'avoir une vision la plus précise possible de ses futures consommations. Alors, je sais que ce n'est pas forcément toujours évident à estimer, mais plus on sera précis et plus on va pouvoir adapter le bon système afin de faire des économies d'énergie par la suite. Et enfin, il y a une réflexion, comme vous l'avez compris, qui est en cours, qui continue à être enrichie au fil des semaines et des mois, de la part de l'ensemble des acteurs de la construction, pour trouver des nouveaux matériaux, des nouvelles solutions afin de répondre à un 2020 qui arrive très rapidement sur le marché. Alors oui, donc consommer moins, ça commence par quoi? Effectivement, c'est une conception optimisée de votre bâti, la plus optimisée possible en termes d'énergie. Chez GSE, on travaille sur ces volets-là, bien évidemment, en tant que constructeur. Ça passe par quoi? Une construction bioclimatique raisonnée, avec des notions d'orientation, de capacité, des ratios de vitrage pertinents par rapport à l'environnement et au climat dans lequel le bâtiment va venir s'insérer. Puis ça passe par le choix de matériaux performants, donc là avec des résistances techniques élevées, et une enveloppe dite intelligente. Donc c'est bien beau de concevoir le bâtiment dans son implantation dans le site, mais il faut être capable de s'approprier, contrôler, on va dire, entre guillemets, le climat. Donc quand on parle de façade intelligente, on parle de protection solaire. C'est vraiment le compromis et la combinaison de l'ensemble de ces systèmes-là qui va permettre d'avoir une réflexion d'une performance énergétique optimisée du bâti. Avoir ces notions de confort lumineuse, donc on parle d'optimisation, apport de lumière, et tout ce qui est la partie contrôle des consommations, contrôle des consommations énergétiques. Donc ça passe notamment par la mise en place d'équipements performants, avec très bon rendement, mais également par le contrôle de ces équipements. Donc là, quelques solutions qui peuvent être mises en place sur des bâtiments anti-touristiques. Après, quel type de chauffage? Puisqu'on fait un focus énergie pour cet atelier. En ce qui concerne le chauffage des entrepôts, aujourd'hui, on va vers une fin programmée d'un système de chauffage de gaz, comme disons l'expliqué en introduction, en considérant l'impact carbone du gaz et bien évidemment le contexte géopolitique. Une alternative, du coup, à aujourd'hui ce qui se fait, donc plutôt une consommation de gaz, une alternative c'est le rooftop thermodynamique qui, justement, contexte carbone et performance énergétique est plus pertinent. Et puis après, il y a des spécificités, effectivement, sur les fluides frigos, vers lesquels on va devoir tendre pour respecter ces exigences et impacts de carbone. Consommer moins, comme l'a indiqué Nicolas précédemment, c'est une démarche globale du bâtiment, c'est pas que énergie. Ça passe par quoi? Par l'application d'initiatives de démarche de la part de l'ensemble des acteurs de la construction. C'est quelque chose de moins concret, on va dire à santé, mais aujourd'hui je pense que la plupart de vous, entreprises, vous intégrez ces stratégies et ces développements au sein de vos entreprises et vous les développez. Donc ça passe par quoi? Donc c'est tout ce qui est démarche RSE, construire et développer ces activités autour d'une cohérence avec les enjeux sociaux, environnementaux et éthiques. Et ça passe par le développement de cette stratégie durable au sein même de votre entreprise. Il existe différentes associations, comme Global Compact France, le Business Climate Pledge et Ecovadis, dont on fait partie. Il existe des engagements communs, justement pour cette montée en compétence du secteur d'activité et de la filière de la logistique. Par exemple,
la charte AFILOG, qui permet de mettre en cohérence les besoins immobiliers des territoires et les enjeux économiques et écologiques. Des solutions concrètes et mesurables, la mise en place de solutions concrètes et mesurables, et bien sûr un accord, la réponse aux accords nationaux, à une visée nationaux, pour répondre à ces enjeux environnementaux. Et c'est un travail commun qui peut être fait avec l'État. Je complète pour AFILOG, c'est intéressant de voir la philosophie qui a été mise en place par les membres d'AFILOG. AFILOG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ensemble des acteurs de la supply chain et de la logistique qui se regroupent dans cette association. Et elle a décidé d'aller encore plus loin, finalement, que la réglementation actuelle. Par exemple, sur la surface de toiture photovoltaïque, où on va jusqu'à 50%, par exemple, comme engagement. Et ça montre bien, quelque part, la prise de conscience de ces acteurs de la logistique sur le fait de mettre en avant beaucoup plus les actions environnementales qu'ils font aujourd'hui sur leur projet pour valider ou en tout cas faciliter, encore une fois, l'acceptabilité de leur projet auprès des collectivités ou auprès des riverains. Il y a une vraie prise de conscience depuis maintenant plusieurs années, mais qui s'accentue encore sur cet aspect. Excusez-moi, dans le slide juste avant, vous avez parlé de la fin programmée des aérothermes gaz. Moi, j'ai des aérothermes gaz. Je suis en train de vouloir éventuellement soit les modifier ou les changer ou les améliorer ou prendre de l'électrique. Je consulte des entreprises. On m'a jamais donné cette information. Je trouve que dans la profession, c'est extrêmement compliqué. Nous, moi c'est une entreprise, mais quand je cherche à avoir des informations comme celle-ci, là je la découvre. Mais j'ai reçu des plombiers, j'ai reçu des sociétés spécialisées. Alors là, c'est la nébuleuse. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui me fait un bilan de dire si je vais consommer moins, on ne sait pas combien va coûter l'énergie demain, notamment avec le gaz. Enfin, il y a plein de choses, tout évolue, mais on ne sait pas quoi prendre comme décision. Est-ce qu'il existe autre chose? Quelles sont les alternatives? Sincèrement, c'est pour ça que je suis là. Et on a l'impression d'être hyper perdu et on entend tous les sons cloches, mais concrètement, on ne sait pas. Là, on parle bien de chauffer un entrepôt, chauffer un entrepôt à hors-gel, ce qu'on appelle à 12 degrés, pour demander forcément une puissance qui est plus importante, et pour les permis de construire qui seront déposés à partir du 1er juillet, et qui donc vont intégrer la RE 2020. Pas pour les entrepôts encore. Pas pour la partie. Voilà. Je pense que du coup, je sais pas bien, mais après, oui, effectivement, il y a, en fait, le gaz a un souci sur le bilan carbone qui fait que, comme on disait tout à l'heure aussi par rapport aux constructions pour les ossatures métalliques pour les bureaux, ça va être très pénalisant dans le bilan. Et donc c'est pour ça qu'on disait que les ossatures métalliques pour les bureaux vont à terme aussi ne plus être valides et on sera sur d'autres matériaux. Alors aujourd'hui, effectivement, pour répondre un petit peu à vos interrogations, et comme l'a expliqué Bison et ainsi que Vincent, l'ensemble de la filière est en cours d'apprentissage. D'où pourquoi vous avez effectivement du mal à récupérer des informations, des données. On est vraiment en cours d'apprentissage, vous voyez avec la temporalité des décrets qui tombent au mois et l'application effective le lendemain. Donc on est vraiment tous dans cet apprentissage-là. Aujourd'hui, la partie chauffage entrepôt, comme je l'ai expliqué, les bureaux, la partie chauffage entrepôt et les respects de la réglementation environnementale ne s'appliquent pas aujourd'hui sur les entrepôts. Ce sera que pour les bureaux à partir de juillet, du 1er juillet 2022. Dans un troisième temps, viendra effectivement une application aux entrepôts. C'est toujours la même chose, c'est itératif et on suit l'évolution des publications. Du coup, effectivement, qui dit entrepôt, les entrepôts aujourd'hui, si aujourd'hui vous voulez construire un entrepôt, il faudra qu'ils répondent à la RT 2012. Mais les bureaux à la RE 2020. Parce qu'aujourd'hui, on a des éléments que sur la RE 2020, pour les bureaux. D'accord? Donc ça va venir avec l'évolution les retours d'expérience et l'évolution des décrets. C'est pour ça qu'on parle de fin programmée, c'est pas encore fait aujourd'hui, c'est toujours possible de chauffer au gaz, mais ce sera compliqué. C'est compliqué par rapport à un niveau de prix, c'est compliqué par
en poids carbone, hein. Le gaz, c'est 230 grammes par kilowattheure consommé. L'électricité en France, avec le parc nucléaire, le déploiement des énergies renouvelables, c'est à peine 60 grammes. Donc effectivement, à ce stade de travaux, l'idée que je peux vous soumettre, c'est de vous projeter un petit peu et de dire bon, ben, quelles sont les possibilités pour atteindre plus rapidement, et plutôt que de le prendre comme une contrainte, prendre la chose comme un levier de compétitivité, parce que plus de gaz, moins de conso, moins cher, et une alternative qui serait peut-être plus économique, enfin en tout cas dans son côté opérationnel. Et c'est à moi d'ailleurs. Donc, consommer moins, on reprend un peu toute l'histoire de la réglementation. Donc ça passe déjà par les 5 points qu'on va redétailler. J'ai remis ce petit point qui est important, mais on en a déjà parlé, le côté réduction de sa consommation, emporter une stratégie environnementale, c'est aussi, enfin je le vois beaucoup moi, en clientèle, dans le monde de l'agroalimentaire aussi particulièrement, un moyen de fidéliser ses employés. C'est des choses qui reviennent très souvent, donc ça aussi, ça doit faire partie de vos stratégies. Allez, j'avance. Cartographier vos consommations, c'est une clé de départ qui est hyper importante, puisque à partir du moment où on sait, on comprend mieux comment réagit son bâtiment. Donc ça, c'est vraiment, au-delà de la réglementation du décret d'Axe, c'est vraiment quelque chose vers lequel il faut vraiment aller pour pouvoir mettre en place des tableurs de suivi qui peuvent être très simples. Hein, dans un premier temps, ça va partir dans des tableurs compliqués, mais au moins de comprendre et de piloter le fonctionnement de ces utilités. Et à partir de là, ça permet déjà d'être plus sobre. C'est-à-dire, je me rends compte que j'ai un aérotherme qui fonctionne jour et nuit, alors que finalement la température consigne est atteinte. Et effectivement, travailler sur l'énergie, ça demande du temps, comme la division. L'idée du contrat de performance sur le patrimoine existant, c'est de confier ces objectifs à une société qui met en place des équipes dédiées, qui va mettre en place les choix techniques, enfin du moins vous les proposez, et derrière aussi garantir la performance pendant la durée du contrat. Donc c'est l'idée un peu de rester concentré sur votre métier et puis d'avoir une surcouche un petit peu sur la gestion des travaux qui permet d'avoir la garantie. Ce qu'un plombier ou un chauffagiste classique ne peut pas apporter. Son métier, lui, c'est l'installation. Moi, j'ai été longtemps dans le métier du génie climatique. On fait des installations, mais c'est vrai que le côté réglementaire, le côté suivi des installations, garantie, ça passe au-dessus. Voilà. On aborde le consommer mieux. Ouais, il y a peut-être un temps d'échange sur le consommer moins. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, par rapport à votre plateforme, donc, on prend des énergies consommées dans un ou plusieurs bâtiments, on intègre l'eau. Alors non, on n'intègre pas l'eau. On est oui, alors on y réfléchit. La difficulté effectivement avec l'eau, c'est la multiplicité des acteurs, donc avec notamment la gestion dans les régies. Donc c'est quelque chose d'assez complexe à mettre en place. Aujourd'hui, on y réfléchit. On n'a pas encore de solution définie. On est face à la complexité du marché qui, du coup, on est un peu aux limites aujourd'hui de ce que la technique qu'on utilise habituellement nous permet par rapport à la. Vous avez, en dehors de l'achat d'eau, vous avez quand même la consommation Ouais. dans le bâtiment, l'eau, pouvoir le renouveler, réutiliser l'eau, la récupérer. La profondeur de l'offre My Energy, en fait, c'est d'avoir un suivi de consommation. Donc ça peut être effectivement fait sur la télé-relève, du capteur LoRa, sur l'eau, sur l'énergie. Donc ça, c'est la première règle. Derrière, ce qu'on fait avec My Energy, c'est aussi de concentrer les factures et de mettre ça en parallèle avec le conso. Et qu'il y ait des énergie managers derrière qui veillent bien à ce que l'énergie facturée soit identique à l'énergie consommée. Ça peut paraître logique, mais il y a souvent des écarts.
sont ou reportés, donc ça pose des problèmes de trésorerie aussi. Et derrière, c'est d'avoir aussi tout l'aspect contractuel. C'est-à-dire, ben voilà, je me rends compte que j'ai la possibilité d'optimiser ma facture énergétique sur la puissance souscrite, sur le tarif de l'utilisation du réseau public d'électricité, enfin bref, il y a plein de composantes qu'on peut optimiser. Là où je rejoins Alison, c'est que l'aspect monitoring, on va pouvoir le faire, mais tout l'aspect à suivre sur la facturation de l'eau, sur la gestion de compte contractuel, elle est beaucoup plus compliquée qu'à faire sur l'eau qu'avec les acteurs de l'eau. Mais l'idée, effectivement, dans nos GTC, est d'intégrer le comptage de l'eau. Voilà. J'ai été clair, ça veut dire. Ah, mais. Et puis la période qu'on vit actuellement avec la sécheresse, la question des préfectures, non, je suis tout à fait d'accord. Souvent, dans les audits énergétiques, on regarde quand même la partie de l'eau, parce qu'on chauffe l'eau. Ouais. Et c'est là, moins on consomme d'eau, moins on a besoin d'en chauffer. Tout à fait. Et souvent, on regarde quand même. Tout à fait. Ça sert japonais quand on chauffe quelque chose. Ouais. C'est moins par rapport à la consommation. Et c'est plus pour faire des économies de gaz. Non, mais évidemment. Effectivement, c'est un peu à part entière du logiciel Moyen Énergie, mais vous avez tout à fait raison. L'audit énergétique va intégrer les consommations d'eau, que ce soit pour le process, la production d'eau chaude, mais même simplement sur une tour aéro-réfrigérée, il y a des choses aujourd'hui qui peuvent se faire avec des remplacements sur les adaptatifs qui font diminuer les consommations d'eau, diminuer la présence de détergents. Tout ça en plus bénéficie de l'accompagnement de l'agence de l'eau. Enfin, je vous rejoins à 200%. D'autres questions peut-être sur cette partie? On avance? Alors dans le consommer mieux, évidemment, ça nous permet aussi de pouvoir valoriser davantage votre patrimoine immobilier, que vous soyez investisseur ou propriétaire occupant. On le voit chez GSE, alors sur les plateformes logistiques que l'on construit, 82% sont aujourd'hui certifiés. On va vous détailler par la suite avec Marielle avec les labels en question de certification. Et ça passe aussi, ça va rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure Brunello sur le monitoring des équipements, sur la surveillance et la bonne gestion des consommations énergétiques sur votre bâtiment, mais aussi des actions à faire ici. Pour consommer mieux, effectivement, consommer mieux, la valorisation du patrimoine. Comment? Ça passe comment, cette valorisation du patrimoine? Par la mise en place dès la construction du bâti de certifications et de labels. Donc ce sont des démarches environnementales volontaires qui vont au-delà de la réglementation. Il existe différentes démarches et certifications françaises et internationales. Aujourd'hui, sur les plateformes logistiques, notamment les bâtiments tertiaires, nous sommes à même de pouvoir déployer notamment ces certifications environnementales et les labels qui sont affichés ici. Une certification environnementale, c'est quoi? C'est un processus qui permet de garantir la qualité du bâtiment, donc il faut à vocation de valoriser le patrimoine, et c'est déployé sur l'ensemble des thématiques environnementales. Énergie, confort, usage, impact carbone. Et le label, c'est la même chose, mais focus sur une seule thématique. Par exemple, le label biodiversité, c'est sur la partie biodiversité de l'opération. Le label E+, C-, alors là j'ai dit 1, mais ça peut être 2. E, on l'a entendu pour énergie, et C pour limiter l'impact, C- pour limiter l'impact carbone. Il y a bien avec la loi. Il existe d'autres certifications, telles que l'OL, notamment pour le confort des usagers. Si je fais focus sur la partie énergie, effectivement, cette valorisation du patrimoine par certification, c'est quoi concrètement? C'est la reconnaissance extérieure des actions réellement mises en place sur vos bâtiments, et c'est ça qui va aujourd'hui permettre la valorisation de votre bien.
sachant que c'est malgré tout dans les statistiques le green qui ressort le plus aujourd'hui de la certification des entrepôts et des plateformes logistiques. Tout à fait, c'est plutôt la certification green ou une certification anglaise. Effectivement, maintenant que la partie consommer moins est verrouillée via, comme on l'a présenté précédemment, via l'optimisation du bâti, il faut pouvoir raccrocher le consommer mieux, qui correspond finalement à quoi? À une cohérence entre le besoin, l'usage et ce qui a réellement été mis en place du bâtiment. Et ça passe par quoi? Par exemple, du commissionnement du bâtiment. C'est quoi? Au sein des certifications environnementales, notamment BREEAM, nous l'impose pour un certain niveau de certification souhaité, nous impose d'avoir un processus permettant de garantir l'atteinte performantielle des systèmes mis en place sur l'opération et ainsi de faciliter la maintenance et la gestion énergétique en phase exploitation. C'est bien, on parle bien du consommer mieux lié à l'usage du bâtiment. C'est une démarche qualitative qui intervient de la phase conception jusqu'à la phase finalement exploitation du bâtiment. Le commissionnement permet quoi? D'aider à la collaboration entre les acteurs du projet, de diminuer les coûts d'investissement et d'exploitation parce que justement on a su mettre en corrélation la performance des équipements et le besoin des usagers, limiter le risque de non-conformité des équipements et bien évidemment améliorer le confort des usagers. Et ça participe au consommer mieux. On l'a évoqué tout à l'heure, donc GSE a développé effectivement un outil qui permet la remontée des consommations énergétiques du bâtiment et qui du coup s'intègre totalement dans ce besoin de collecte des données du bâtiment et qui permet aussi d'être un outil d'aide à la décision sur justement les postes qui sont à affiner en termes de consommation des données et de l'usage du bâtiment. Ce qui permet de consommer mieux son énergie parce que de toute façon, on est amené à consommer, on est obligé de consommer. L'idée là, c'est de pouvoir monitorer cette consommation et l'affiner au plus juste du besoin. Toujours sur le consommer mieux, on va repasser les différents points qui sont importants en essayant de partir de l'entrée de l'électron, de la molécule de gaz dans votre entrepôt et de regarder après comment on peut aller trouver des leviers à optimiser ça à l'intérieur. Donc par rapport à ça, la première chose à faire, c'est essayer d'anticiper un maximum ses achats. Quand on achète, quand on s'approvisionne sur les marchés de l'énergie, plus on est proche de la date de livraison, plus l'électron va coûter cher. Donc, si aujourd'hui j'achète l'énergie que je vais consommer dans 20 mois, l'électron va me coûter beaucoup plus cher que si j'achète aujourd'hui l'énergie que je vais consommer dans 3 ans. C'est cette notion d'urgence et de temporalité qui est un petit peu différente. D'où l'importance aujourd'hui d'essayer d'anticiper un maximum d'anticiper ses achats. Alors, gardez en tête aussi que l'anticipation n'est pas toujours évidente d'être capable de se projeter à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans sur un patrimoine, sur les activités et sur où on en sera dans 5 ans. Parce que quand on fixe un prix de l'énergie derrière, on s'engage à le consommer. Donc là, le fournisseur prend des risques pour vous. Donc il faut réussir à trouver le bon équilibre entre se poser la question suffisamment en amont de mon contrat d'électricité ou mon contrat d'approvisionnement de gaz se termine à telle date. Quel est le bon moment pour commencer à réfléchir au renouvellement et bénéficier des meilleurs tarifs? Et pour ça, tout l'intérêt, en fait, c'est de venir mettre en place une stratégie d'achat. Donc, premièrement, ça va être de venir définir votre profil énergétique. Donc ça, vous allez pouvoir bénéficier justement de cette cartographie de votre consommation et pour pouvoir après aller réfléchir à la stratégie d'approvisionnement par rapport à vos besoins, par rapport à vos usages. On peut avoir des stratégies plus ou moins complexes selon votre consommation annuelle. Si vous avez une consommation pour 1 ou 2 sites, le prix fixe, c'est ce qu'il y a de plus facile à mettre en œuvre. Après, si vous avez une consommation sur un multisite avec une plus grosse puissance,
Là, on peut venir commencer à jouer un peu plus avec les marchés, prendre un petit peu plus de risques, ou au contraire venir lisser le risque. Donc, on peut aller par exemple fixer plusieurs volumes de votre consommation sur les marchés, en espérant les fixer au moment où les marchés commencent à baisser pour justement limiter votre risque et pas vous prendre une hausse de prix effroyable, qui sera aussi de facto assez permissif pour votre entreprise. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Nous, on accompagne nos clients aujourd'hui sur cette chose-là. Point d'attention, vraiment aujourd'hui sur les marchés de l'énergie, on a une telle tension sur les prix, alors que ce soit gaz ou électricité. Les fournisseurs ont énormément de risques parce qu'eux, ils achètent à l'avance l'électron ou la molécule de gaz pour la fourniture des clients, mais au quotidien, en temps réel, ils doivent réajuster puisqu'ils ont une obligation d'équilibre. Et quand on parle d'équilibre, c'est ce qui est consommé par leurs clients doit être acheté sur les marchés pour éviter tout risque de blackout. Et donc en fait, cet équilibrage au quotidien, c'est ce qui coûte très très cher aux fournisseurs. Je vais prendre un exemple. Si vous avez été, alors je ne vais pas dire très chanceux, mais très opportuniste, et qu'en 2020, au moment de l'effondrement des marchés de l'énergie, vous avez fixé vos prix pour les 4 années à venir, vous avez profité d'un électron aux alentours de 30-35 € du mégawattheure. Comme ça, votre fournisseur, il est venu fixer un volume de consommation à ce prix-là pour vous faire bénéficier de ce prix. Sauf qu'aujourd'hui, votre consommation, il la réajuste toutes les heures et il va potentiellement racheter ou revendre de l'énergie pour être bien à l'équilibre par rapport à ce que vous consommez réellement. Parce que quand il a acheté en 2020, on était sur une projection. Et aujourd'hui, on est dans le réel. Donc on va s'adapter à notre consommation réelle. Et quand aujourd'hui, sur le marché, on est à 300 € du mégawattheure et qu'on doit racheter 300 € du mégawattheure de l'électron pour répondre à votre demande, tandis que vous ne payez que 20 € parce que vous avez fixé votre prix en 2020, il est là le risque, en fait, pour le fournisseur. Et c'est ce qui coûte très cher aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les fournisseurs sont assez exigeants et regardants sur les clients et les portefeuilles qui vont vouloir souscrire. Nous, aujourd'hui, on a passé toute une série d'appels d'offres pour nos clients. On a des fournisseurs qui ne prennent même pas la peine de répondre aux appels d'offres. Parce que trop risqué, parce que pas assez de volume, parce que pas de rentabilité suffisamment intéressante pour eux dans le contexte actuel. Donc jusqu'à présent, nos clients venaient nous voir en nous disant « aidez-moi à trouver les meilleurs prix ». Et l'appel d'offres servait à ça. Aujourd'hui, on est dans un paradigme un peu différent. Et je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on n'est plus dans trouvez-moi le meilleur prix, mais trouvez-moi un approvisionnement pour mon contrat qui se termine au 31 décembre 2022. On en est là. On a certains clients aujourd'hui, notamment sur certaines régies, par exemple, on a le cas concret d'un client qui s'est retrouvé sans approvisionnement. Parce que sur la régie, le fournisseur ne pouvait pas lui proposer quelque chose. Donc, il y a cet aspect-là aussi à prendre en compte sur la partie achat. Ce que nous on met en place aujourd'hui pour essayer de limiter ce risque un peu de cherry picking, de fournisseurs très exigeants, en fait, c'est de venir, au lieu de faire un appel d'offres par client, on fait un appel d'offres pour les besoins de plusieurs clients. Pour en fait apporter du volume au fournisseur et lui donner une incitation à répondre. Techniquement, si on consulte 5 fournisseurs sur le marché, même des grands de la place, aujourd'hui, si on arrive à avoir 3 réponses, on s'estime bien. Voilà, il y a ça aussi à garder en tête sur la notion de l'approvisionnement qui est un peu délicat en ce moment. Ouais, la mutualisation, ça pourrait être un des leviers travail comme le C, c'est-à-dire de proposer effectivement d'adresser un volume de consommation avec les adhérents, enfin ceux qui veulent participer, et de trouver des consultants ou des fournisseurs qui voudraient bien. C'est vraiment un des leviers qui est important. On a des clients multi-franchisés, notamment le compte d'accord avec lequel on travaille, donc un contrat cadre en fait, qui est négocié on négocie pour le compte du compte d'accord, sans obligation de consommation. Et en fait, les différents franchisés, donc les différents hôtels, derrière,
peuvent se rattacher ou non à ce contrat-là. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être réfléchi à la maille du secteur, de la région, pour se dire, on a tous cette problématique-là aujourd'hui, on a tous besoin d'être compétitifs, donc on a tous besoin d'avoir nos approvisionnements soient les plus optimisés d'un point de vue financier. Donc effectivement, pourquoi pas réfléchir à une démarche globale, se mettre ensemble, un peu comme l'UFC Que Choisir fait pour les ménages. Très souvent, vous pouvez souscrire à cet appel d'offres général en tant que ménage, à l'UFC Que Choisir. Une fois qu'il a son volume de consommation, il va voir les différents fournisseurs et il négocie les meilleurs tarifs. Et vous, libre à vous de souscrire ou non aux tarifs qui ont été obtenus par l'UFC Que Choisir. C'est quelque chose auquel on peut aussi réfléchir, parce qu'en fait, il faut garder en tête que dans les conditions de marché qu'on connaît actuellement, c'est le volume qui va permettre de faire la différence. Et le volume, on peut aussi l'avoir dans les collectifs. Là, ce qui est difficile, souvent, c'est de battre le contrat. Alors, ça, c'est ce qui est intéressant parce qu'effectivement, dans les appels d'offres, les fameux appels d'offres complets qu'on passe actuellement, on a loti chaque client. Donc, chaque client a son lot. Et donc, chaque lot, on va avoir des conditions contractuelles différentes. Parce qu'en plus, forcément, chaque client ne consomme pas sur les mêmes segments. Effectivement, on a des contrats qui arrivent plus ou moins vite à échéance. On a des clients qui sont que électricité ou qui sont électricité-gaz. Donc, effectivement, on a quand même cette flexibilité-là. Et aujourd'hui, les fournisseurs restent assez ouverts sur cette flexibilité-là. Parce que eux, ce qu'ils voient en fait au global, c'est le volume. Après, la condition contractuelle, bon, ça, c'est plus de l'administration. Donc il y a ce premier levier, mais il y a aussi un deuxième levier qui est de produire son énergie grâce au solar photovoltaïque qui permet finalement de se mettre un peu en retrait, alors pas encore à 100%, mais de se mettre un petit peu en retrait des marchés. Et donc il y a plusieurs façons de faire son projet photovoltaïque. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des obligations, mais ces obligations n'imposent pas un mode de fonctionnement obligatoire. L'idée c'est d'en avoir. En France, on a la possibilité de 3 systèmes. Le premier, qui est très en vogue aujourd'hui vis-à-vis de la volatilité des marchés, c'est bien sûr l'autoconsommation. Donc l'autoconsommation, c'est quoi? C'est d'avoir une installation photovoltaïque qui va produire de l'énergie directement consommée sur le site, avec des taux de couverture qui vont aller à peu près jusqu'à 20-25% de la consommation de votre site. 15%. Souvent aux alentours de 15%. Sur vos sites sur le réel constaté. Alors, on a beaucoup de sites en photovoltaïque avec du talon de consommation important parce qu'il y a de la température dirigée, les groupes froids. Et donc, sur ces types d'installations, on peut monter jusqu'à 25. Mais effectivement, sur les entrepôts secs, on va avoir des taux de couverture qui sont un peu moins importants. C'est quoi ce fameux taux de couverture? Le photovoltaïque, ça ne produit que la journée, avec une courbe de production qui est une courbe de Gauss. Hein. Et donc forcément, ce qu'on va comparer dans ces taux de couverture, c'est le profil de consommation du site, sur lequel on va venir calquer le profil de production de la centrale, et de là on va pouvoir déterminer un taux de couverture et puis vous donner une certaine rentabilité. Deuxième possibilité, en France, c'est l'injection sur réseau. C'est-à-dire que cette électricité qui est produite sur le site, et ben je décide finalement de la vendre directement sur le réseau à EDF, obligation d'achat, qui rachète cette électricité. Donc là, c'est une manne financière. Et depuis quelques temps, le gouvernement a autorisé les systèmes hybrides. C'est-à-dire, je consomme ce que je peux consommer, et puis le reste, je l'injecte sur le réseau à un prix qui est déterminé aussi en fonction du moment où on a déclaré son projet. Donc ça nécessite une réflexion en interne et une stratégie. Ce qu'il faut quand même bien avoir à l'idée dans cette perspective de réduction de l'empreinte carbone, c'est que seule l'autoconsommation va vous permettre de décarboner votre activité. Ça, c'est quand même une chose importante. Après, dans les colonnes, j'ai fait la différenciation. Effectivement, il y a les entreprises qui souhaitent investir de manière patrimoniale. Voilà, ils engagent de l'investissement. Et puis, il y a des tiers financeurs comme Green Yellow, il en existe d'autres, qui sont capables de porter les investissements. Et ça, exactement de la même façon sur les 3 types de consommation. C'est-à-dire que Green Yellow peut se positionner en tant
investisseur sur un projet en autoconsommation. Donc là, ça va être une vente, je simplifie un peu, mais ça va être une vente de l'électricité produite. En injection réseau, ça va être une location de la surface. Dans quel temps on peut rentrer dans le plan d'action dépréciation en diminution de consommation? Autoconso. C'est que l'autoconso. Ouais. Et le système hybride, non? Si. Pour la part pour l'autoconso. Exactement. Exactement. C'est ça qui. Enfin, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une migration du marché solaire photovoltaïque de plus en plus. C'est-à-dire que le photovoltaïque s'est lancé en 2006 avec des aides de l'État pour injecter sur le réseau. Et effectivement, le tarif à l'époque de l'électricité était bas. Aujourd'hui, on a, c'est ce que j'ai mis dans les petits encadrés, là, on a un coût des installations de solaire photovoltaïque qui a diminué, mais très massivement dans les dernières années. Et en parallèle à ça, un coût de l'énergie qui a progressé. Donc là, vraiment, on est à un système où effectivement, les rentabilités, on en parlait tout à l'heure, ont tendance à diminuer de plus en plus. Alors je vous rejoins pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. 13 ans, effectivement, sur un tarif d'électricité qui est basé autour de 100 € du mégawattheure, ça doit être effectivement quelque chose qui est effectivement possible, quoi. D'où l'intérêt, quelquefois, quand ces temps de retour sont considérés trop importants par les acteurs, de pouvoir confier cet investissement à un tiers. Est-ce qu'il y a d'autres autoconsommation? Est-ce qu'il y a la vente d'AIDF? Est-ce qu'on peut la vendre à une entreprise qui est à côté? Ouais. Donc on peut choisir. Donc là, on ne sera pas vraiment dans l'autoconsommation, on sera dans l'autoconsommation uniquement si vous avez un raccordement direct entre votre centrale et l'entreprise. On va être plutôt dans un modèle qu'on appelle, et c'est un terme très en vogue dans le secteur de l'énergie, c'est le PPA, ou Corporate PPA. PPA pour Power Purchase Agreement, donc contrat d'achat, accord d'achat de gré à gré entre le producteur et le consommateur. Donc ça, alors on est sur un marché qui est très récent en France, pas du tout mature, mais effectivement c'est tout à fait possible de se dire, moi je produis mon électron et je le vends à ce consommateur directement, sans passer par un EDF, sans passer par un marché financier. Et on fixe le prix comment? Alors, vous fixez le prix, le prix va être fixé en fonction de l'investissement qui est porté, puisque c'est le prix de l'électron qui va permettre la rentabilité du projet. Ça, c'est la première chose. Mais c'est libre. Bien sûr, c'est libre, c'est pas encadré. Donc ça va relever de la négociation entre les parties en présence. Pour vous donner une idée sur les corporate PPA qui ont déjà été signés en France, je pense notamment à la SNCF ou au groupe Boulanger qui ont signé des corporates sur des centrales au sol. Donc là, on est sur de la centrale solaire au sol, en moyenne entre 25 MW crête et 30 MW crête de puissance installée. Donc on est quand même sur de la grosse centrale. 30 hectares. Oui, voilà, pour vous donner une idée. Donc ces corporates qui ont été signés il y a quelques années, donc on était en 2020, ils ont été signés aux alentours de 42 € du mégawattheure. Donc rajoutez à dans ces 42 €, vous avez la fourniture de l'électron, plus la fameuse transformation pour que votre profil de production en cloche devienne un bandeau à intégrer dans votre fourniture pour le consommateur. Ça, ce petit jeu de transformation, soit votre fournisseur est capable de le faire, soit vous faites appel à un spécialiste, un trader de l'énergie qui va vous le faire. Donc effectivement, c'est possible. Il faut garder en tête que plus la centrale sera petite en termes de puissance installée et d'emprise, plus le coût de l'investissement sera important, donc il faudra que le coût de l'électron soit élevé. Donc, aujourd'hui, effectivement, on peut considérer du 42 € du mégawattheure sur de la grosse centrale au sol, sur de la centrale en toiture avec une injection réseau un peu plus petite, aux alentours des 1-3 mégawattheures, donc 1000 à 3000 m² d'emprise. Bon, là, sur les derniers appels d'offres de l'État, on est plutôt aux alentours des 90 € du mégawattheure. Pour vous donner un peu une idée, à mettre en comparaison au prix de l'énergie aujourd'hui qu'on a sur le marché qui sont beaucoup plus élevés. Alors par contre, attention derrière, sur un corporate PPA, ça demande quand même un certain engagement de la part du consommateur dans la durée.
Et aujourd'hui, sur les durées de corporate PPA, on parle de durée de 10 à 15 ans. Donc ça veut dire que vous vous engagez pendant 10 à 15 ans à consommer de l'énergie. Parce que derrière le banquier qui va financer la centrale, lui, il n'a pas du tout envie que vous sortiez du contrat dans 5 ans. Parce que lui, son risque, c'est qu'il n'y ait plus personne pour payer l'électron, donc plus personne pour rembourser le prêt. Donc ce qui peut être intéressant, si vous n'avez pas une consommation suffisamment importante et si vous n'avez pas une surface financière et solide et suffisamment importante pour rassurer le banquier, c'est de venir pouler plusieurs consommateurs et de mutualiser. Encore une fois, on revient sur la force du collectif. Après, le modèle il va évoluer, hein, parce que vraiment on est sur les prémices de ce mécanisme-là, mais oui, et à terme, moi je suis persuadée qu'à terme, sur ces marchés de l'énergie, on va arriver à plus en plus de décentralisation comme ça, avec des petits clusters, j'ai envie de dire, locaux, régionaux. Alors, à partir du photovoltaïque, on peut aussi faire ça avec de l'éolien, on peut aussi faire ça avec de l'hydroélectrique, et on peut aussi faire ça avec de la biomasse terrestre. On a abordé rapidement la question, mais effectivement, peu de limites sur les supports aujourd'hui, hein, des installations photovoltaïques. On les installe sur les toits, dans la mesure où les bâtiments sont compatibles. Donc attention, hein, sur les bâtiments existants, on fait pas tout ce qu'on veut. Hein, il y a des qualités de descente de charge structurelle, des qualités d'isolant. Enfin, il y a quand même des choses à regarder. Mais derrière, on est assez libre de faire des installations au sol directement qui sont les moins coûteuses, parce qu'il y a moins d'investissement, ou carrément des installations de solaire flottant qui ont un réel intérêt pour exploiter des lagunes ou des surfaces qui sont de toute façon non constructibles. Que dire de plus? Si on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que je ne l'ai pas mis en vignette, mais les trackers solaires aussi se développent pas mal. Donc à voir dans l'avenir ce que ça donne. Le tracker n'était pas forcément très utilisé sur les petites installations. Ok, oui, il le fait bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en fait, l'investissement était cher par rapport au tarif bassé de l'énergie. Coup de balai là-dessus, tout a changé et donc ça devient vraiment plus intéressant. Donc stratégie d'achat importante. Trouver peut-être des alternatives au réseau en produisant de l'énergie. Mais aujourd'hui, il y a aussi d'autres manières de gagner de l'argent, ou du moins de flexibiliser son portefeuille d'achat. C'est ça. Donc la dernière stratégie, en fait, ça va venir de capitaliser sur votre flexibilité à consommer. Et c'est ce qu'on peut faire notamment grâce à l'effacement. Donc l'effacement, qu'est-ce que c'est? C'est quand un grand consommateur, un industriel, une plateforme logistique ou autre, propose à RTE, qui est le gestionnaire du transport en France, de dire moi je m'engage à pouvoir réduire ma consommation sur certaines périodes pour pouvoir soutenir le réseau et éviter le blackout pour faire en sorte qu'on ait toujours une tension à 50 Hz, ou en tout cas dans la fourchette, dans l'échelle nécessaire pour respecter la tension du réseau. En contrepartie de ma capacité à effacer ma consommation, je vais être rémunéré. Et donc RTE va venir vous rémunérer. Alors quand on parle d'effacement de consommation, on ne parle pas de passer d'une consommation à 3 MW de l'heure à 0. Hein. Non, on parle simplement d'une réduction en fonction des différents usages. Donc vous avez une première rémunération simplement pour le fait de dire je mets ma capacité à m'effacer à disposition. Première rémunération. Et ensuite, quand vous êtes prêt à vous effacer, donc concrètement, RTE dit tel jour, telle heure, j'ai besoin de diminuer votre consommation de temps, vous avez une deuxième part de rémunération sur cet appel. Bien évidemment, l'idée, et aujourd'hui on le sait, la tension sur le réseau elle est plus importante sur la période hivernale. Donc aujourd'hui, cette question d'effacement, elle va surtout toucher la période de novembre à mars sur les plages horaires de plus forte tension, donc de 7h à 20h. Sinon la nuit, il y a moins de consommation, donc il y a moins de tension. Et en général, c'est ce qu'on appelle les jours PP1, donc les fameux 25 jours où la tension sur le réseau est la plus forte vis-à-vis de la demande et de la production. C'est à peu près 25 jours sur cette période de novembre à mars.
c'est sur cette période-là que RTE peut être amené à vous appeler, à vous effacer. Alors on peut s'effacer à la baisse, on peut aussi s'effacer à la hausse, notamment quand on a des groupes électrogènes, je pense aux hôpitaux, qui ont besoin de les relancer régulièrement. Voilà, RTE peut aussi solliciter certains acteurs à dire, voilà, moi j'ai besoin d'un support de production, donc lancez vos groupes, on a besoin de vous. Voilà, ça marche dans les deux sens. Pour autant, vous n'êtes pas obligé d'être symétrique. Hein. C'est pas parce que vous vous engagez de passer à la baisse que vous devez aussi vous engager de passer à la hausse. Non, on est bien sur des process asymétriques. Pour vous donner une idée un peu plus concrète, donc on a un client qui a un entrepôt froid positif sur lequel on fait de l'effacement. Donc on est sur un entrepôt de 30 000 m². Et là, vous voyez en fait, je suis un peu petite, mais je vais pouvoir y arriver. À chaque creux, ici, dans la courbe de consommation, en fait, c'est des effacements qu'on a réalisés. Donc, on a réalisé 3 fois 1 heure d'effacement et 1 fois 2 heures d'effacement sur la consommation de cet entrepôt froid, sur la demande de RTE. Donc là, notre client, il a touché une rémunération. Donc, 1, pour avoir mis à disposition sa capacité à s'effacer, et 2, pour s'être réellement effacé sur demande de RTE. Alors, bien évidemment, quand on met en place de l'effacement, on fait des tests avant. On ne se lance pas comme ça sur le marché, on vérifie. Donc, on va toujours faire des tests hors processus d'appel d'offres RTE. Donc, on va venir tester, on va faire des faux effacements, en fait, hein, entre guillemets. Donc, bien évidemment, on met une régulation en place pour pouvoir piloter vos consommations, envoyer des ordres à distance de diminution et de reprise. Sur les tests, en général, on fait quand même plusieurs tests, hein. On fait plusieurs essais, on fait 2-3 essais pour s'assurer effectivement que votre structure répond correctement. Répond correctement aussi derrière à la reprise, répond aussi à vos besoins et aux besoins de votre entrepôt. Ça c'est important, notamment sur la question du froid et des températures. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des suivis précis justement pour les températures. Pour vous donner une petite idée sur cet entrepôt-là, sur le contrat qui est en place depuis quelques années maintenant, sur la première année, ça a représenté une rémunération de 70 000 € pour le client, pour sa capacité à s'effacer et pour les effacements qui ont été réalisés. Donc ça, c'est que du gain en fait pour le client, pour l'entrepôt. C'est aussi une ressource supplémentaire pour vous, une ressource financière, pour finalement quelques heures d'effacement par jour et qui ne viennent pas mettre en péril votre activité. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et aujourd'hui, avec les tensions qu'on connaît, en termes de consommation, en termes d'approvisionnement, ces mécanismes-là, ils vont être de plus en plus sollicités par RTE. Donc RTE va demander de plus en plus aux acteurs consommateurs de participer à ces efforts-là. Donc il y a un vrai intérêt à se poser la question et à se dire, est-ce que moi aussi je peux participer? Et si j'y participe, quel est mon gain? Qu'est-ce que je peux en obtenir d'un point de vue notamment financier? Ça, c'est des choses qui... C'est rigide, quelle que soit la consommation du site Alors, il faut quand même avoir effectivement une certaine niveau de consommation. Après, quand vous vous engagez, quand vous participez aux appels d'offres, vous définissez la puissance ou la réduction de puissance que vous pouvez mettre à disposition. Et donc après, c'est RTE qui va venir appeler les différents acteurs en fonction du besoin spontané. Juste, on est quasiment au bout du temps. Ouais, il n'y a plus que. Ouais, il fallait dire que le mot il arrête. Non, mais je vais très vite. Effectivement, consommer moins, c'est aussi travailler sur cette fameuse énergie non exploitée. Il y a beaucoup de systèmes qui produisent de la chaleur et qui n'est pas exploitée dans les entrepôts. Je pense à l'air comprimé, je pense au froid. Et effectivement, cette chaleur, on peut l'utiliser via différents vecteurs. Hein. Ça peut être utilisé pour produire de l'eau chaude, ça peut être utilisé pour chauffer simplement vos bâtiments, pour supprimer la fameuse chaudière gaz qui alimente les aérothermes ou autre chose. Maintenant, ces dispositifs, un peu comme dans l'effacement, ça nécessite des audits, ça nécessite quand même une vérification, parce que
quelquefois toute la chaleur qui est disponible sur les groupes froids ou sur l'air comprimé n'est pas forcément complètement réutilisable, ou en face on n'a pas les besoins, donc ça demande quand même des niveaux de dimensionnement importants. Mais ça c'est des axes vraiment de développement, enfin stratégiques même à avoir dans ces plans d'action, puisqu'il y a quand même souvent beaucoup d'énergie qui est perdue et mal utilisée, quoi. Les C2E, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est quand même important dans tous ces obligations. Il y a aussi des leviers d'aide, on a parlé de l'ADEME, de France Relance. Les C2E, c'est vraiment un des bras armés forts de la transition énergétique. En quelques mots, c'est quoi? C'est une obligation aux fournisseurs d'énergie d'inciter, et voire même de financer, des travaux d'efficacité énergétique chez leurs clients. Donc, les pétroliers n'ont pas vocation à aller faire des travaux chez leurs clients, donc ils incitent leurs partenaires de le faire. Donc ça se passe comment? En fait, il existe tout un tas de fiches qui sont carrément normées, et qui permettent d'obtenir, par exemple sur une pompe à chaleur, des certificats d'économie d'énergie, et qui permettent d'obtenir une prime si on rentre bien dans les critères du projet. Actuellement, remplacement d'une chaudière fuel, il y a beaucoup de sites encore en logistique qui ont des chaudières fuel en appoint hors gel, ou des chaufferies gaz. Ça, typiquement, C2E finance le basculement sur d'autres énergies, les pompes à chaleur notamment, au point que l'électrification de ce poste permet même d'avoir jusqu'au un x4 sur la prime. L'État veut se débarrasser de ces chaudières fuel, veut supprimer le gaz, et effectivement, il y a en plus de ces C2E des bonifications supplémentaires à aller chercher. Donc à chaque fois que vous faites des travaux, n'hésitez pas à challenger vos conseils, vos mainteneurs pour aborder ce sujet des certificats d'économie d'énergie, parce qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher là-dedans. On a beaucoup parlé des GTC, des systèmes de comptage. La fiche GTC, aujourd'hui, sur le comptage dans l'entrepôt énergétique, j'ai été voir un entrepôt hier de 30 000 m², j'ai fait une rapide cotation. La fiche C2E permet de financer pas loin de 30 000 € d'investissement. Avec 30 000 €, on a déjà quand même moyen de mettre des choses chouettes en GTC. Donc il faut profiter de ces C2E parce que les fiches évoluent. Il y avait beaucoup de fiches, il y avait des fiches qui étaient très disponibles sur l'éclairage. Aujourd'hui, l'éclairage, c'est normal de le faire en LED, donc cette fiche a disparu, ou du moins c'est beaucoup réduit. Il pousse sur les indicateurs de performance, sur la GTC, donc la fiche est en ce moment intéressante. Voilà pour moi. Alors, la conclusion, est-ce que vous avez des questions complémentaires? La conclusion, elle est plus sous forme de projection sur l'avenir toujours, et par rapport à cette réglementation environnementale qui va continuer à s'amplifier. On a parlé aujourd'hui de comment consommer moins, comment consommer mieux l'énergie au sein des entrepôts notamment. Demain, voire même dès aujourd'hui, il sera question de consommer moins et mieux votre foncier via l'objectif ZAN, alors c'est zéro artificialisation nette, qui va s'appliquer en 2050, mais qui va déjà s'appliquer par palier en fait d'ici là. Et ça se traduit par le fait que il sera beaucoup plus compliqué, encore plus qu'aujourd'hui, de trouver des grands fonciers pour pouvoir installer son entreprise, ou d'ailleurs son logement, puisque ça concerne l'ensemble des constructions et l'ensemble du territoire. Ce que l'on va voir, c'est que ça va avoir des conséquences sur les modes de construction. C'est par exemple, comme vous le voyez là, il va être demandé aux porteurs de projets de plus en plus se positionner sur des friches industrielles. Alors ici, c'est un bon exemple, puisqu'on était sur une friche de base aérienne du côté de Metz, avec un porteur de projet qui a de plus en plus de mal à se positionner au sein du territoire, en l'occurrence Amazon. Et il a pu faire son projet de 180 000 m²,
sur cette friche industrielle, parce que ça passe. Par contre, s'il fait ça sur un terrain nu, ça devient beaucoup plus compliqué. Sachant malgré tout, et là aussi, pour une question d'optimisation du foncier, il a, sur ces 180 000 m2, est mis sur 4 niveaux, donc soit plus 3, pour là aussi réduire la consommation du foncier par rapport à son activité. Il va aussi y avoir des exemples alors, que vous connaissez déjà, avec les parkings silos, les parkings aériens, alors, qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui par les collectivités, les pouvoirs publics, qui montrent l'exemple, mais à terme, les employeurs qui ont des effectifs importants, les industriels souvent, vont probablement dans les années qui viennent, dans les 10 ans dans tous les cas, regarder plus attentivement cette solution. Généralement, une place de parking, on dit que ça consomme 20 à 25 mètres carrés. Si vous êtes un industriel qui a 400 places de parking sur son site, ce qui est tout à fait visible sur nos régions, ça veut dire que concrètement, vous consommez environ 1000 mètres carrés. Sauf que si vous n'avez plus la capacité de pouvoir vous étendre sur votre site, parce que le foncier n'existe plus, la solution du parking aérien vous permettra de gagner 6000 m², et ce qui vous permettrait, dans ces cas-là, de pouvoir faire l'extension de l'usine dont vous avez besoin. Voilà, c'est ce sur quoi on va tendre aussi. Un dernier exemple, là aussi par rapport à la raréfaction du foncier, ça c'est ce qu'on a pu réaliser sur Gennevilliers avec une plateforme logistique de 60 000 m² à niveau, à étage, où vous avez une cour camion au rez-de-chaussée et au premier étage. Ça reste encore assez comment dire, peu fréquent, parce qu'il y a aussi une question évidemment de coût par rapport à ces constructions, mais c'est en région parisienne. La question, peut-être pas tout de suite, mais va venir dans les 15 ans, dans les 20 ans, sur d'autres régions en France, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de place, il faut bien non plus construire sur l'horizontale, mais à la verticale. Voilà, c'est pour se projeter un petit peu sur ce qui peut nous attendre dans les prochaines années ou décennies. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Tout le monde repart avec ses réponses. C'était dense, hein. On savait qu'il y avait une densité importante. L'idée c'était vraiment de vous dépeindre un maximum de choses. Après, à vous de rentrer dans les détails qui vous intéressent le plus. On a parlé du solaire photovoltaïque, c'est vrai que c'est une grande question aujourd'hui. Le décret tertiaire en est une autre, donc c'est important d'avancer dans le différent. Juste du coup quelques messages avant de conclure. Merci à vous quatre déjà d'avoir. Merci. On vous transmettra du coup le support et il y aura un replay qui sera accessible là dans les prochains jours. Les avant-premières SEO continuent au deuxième semestre dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan. Voilà, affaire à suivre. Et puis pour ceux qui le peuvent, on a ce qu'on appelle un moment de convivialité juste dans la salle à côté. Donc voilà, si vous voulez continuer les échanges, on se retrouve autour d'un verre.